Merci à tous d'être venus. Donc, bienvenue à cette antipasti. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Burnia. Bonsoir. Qui nous vient tout droit de Bruxelles, c'est ça? Ouais. Donc, allons-y. On commence par ce magnifique dessin qui est la machine à faire des crêpes. Février 91, donc tu avais 6 ans, c'est ça? Ouais, j'avais 91, j'avais 7 ans. Ouais. Très bien. Alors que dire, oui, on rentre vraiment dans l'intimité. On n'est pas obligé de commenter toutes les images pendant 5 minutes, hein, Non, t'inquiète d'accord. pas. Donc, on avait l'habitude de faire des crêpes une fois par semaine, et moi, je voyais mon père s'activer en cuisine. Je trouvais ça très fastidieux, et je lui disais que c'était simple. Il suffisait de construire une machine à faire des crêpes pour se débarrasser du travail manuel. Et donc, j'avais construit cette machine. Voilà, qui permettait de mettre tous les ingrédients, et à la fin les crêpes sortaient toutes prêtes. Et j'étais convaincu quand j'étais petit que ça allait fonctionner. Si on se fiait au plan, cette machine devait fonctionner. Bah oui. Et t'as posé un brevet ou pas? Pas de brevet, non. Dommage. On remarquera quand même la cohérence avec le thème des Utopiales cette année, qui est la machine. Voilà, je pense que c'était prédestiné. C'était prédestiné. Ah. Ça, c'est intéressant. Du coup. Oui, ça doit être ma première BD. Mon père m'avait offert un joli carnet, et donc j'ai décidé de raconter une BD tout en improvisant, bien sûr. J'avais pas l'idée d'écrire un scénario, et j'étais vachement inspiré par le monde de Spirou à l'époque. J'étais abonné au journal Spirou, et donc là c'est les histoires de Razoué qui est embarqué dans une aventure contre un bad guy qui s'appelle Zorglob, je sais plus quoi. Donc très Zorgul. Zorgul. Toute référence tout à fait fortuite. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je vois déjà certains gestes qui sont caractéristiques de mon dessin aujourd'hui, dans le dessin. Vous êtes C'est vrai? d'accord? Ouais, je trouve. Tu penses à des choses particulières? Non, c'est un ton général, mais disons la ligne est claire. Maintenant, je me passe des petites flèches pour dire il faut plus passer d'une case à l'autre. Maintenant, je crois que c'est plus ou moins limpide. On sait qu'il faut aller de gauche à droite. Et voilà. Ouais, t'as fait quelques progrès là-dessus. Mais en tout cas, ce que je trouve assez impressionnant, t'as fait combien de pages à peu près en tout? Une trentaine, je dirais, je sais pas. Ouais. Parce que c'est ça pendant mes vacances. Tu t'ennuyais? Non, on dessine pas parce qu'on s'ennuie. Non, mais il y en a aussi, mais... Non, parce qu'il faisait beau cet été-là, c'était en Italie, en Toscane, il y avait la piscine, il y avait tout ça, et je préférais rester à l'intérieur, faire cette bande dessinée. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même une propreté, une clarté du dessin. Les cases sont bien tracées à la règle, très proprement, tout est parallèle. Bon, faut savoir que Vincent est aussi assez auteur de bande dessinée, donc je t'autorise à te foutre de ma gueule aussi. Non, loin de moi cette idée, évidemment. Juste pour revenir sur cette image-là, tu parlais des influences. Donc là, c'est un peu aventure, fantastique, etc. C'était tes principales sources d'influence. Tu parlais du journal Spirou. Il y en avait à cet âge-là, c'était ta principale ou il y en avait d'autres influences? Quand j'étais petit, je lisais surtout les albums que mon père m'offrait. Et c'était limité à Tintin, Blake et Mortimer, des grands classiques. Ouais, pour faire un bond en avant, la claque que j'ai eue, ça c'était quand j'avais genre 11-12 ans, c'est quand j'ai reçu le réducteur de vitesse de Christophe Blain. Et là, je me suis dit, tiens, la BD, ça peut être autre chose. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à un autre genre de BD. Ouais, assez précoce quand même. Du coup, à 11 ans, découvrir Blain, oui, ça... Je crois que c'était vers cette... Oui, ça me semble cohérent chronologiquement parlant. Voilà. J'ai 20 ans, hein, donc... On arrive maintenant à cette étape hyper importante dans ta vie. No comment. Entre 10-12 ans, quelque chose comme ça, 13 ans, tu as participé à un atelier collectif où vous faisiez des films d'animation, c'est ça? Oui. C'était un atelier collectif, c'est ça. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on mêlait vraiment tous les âges. Il y avait des professionnels, des débutants comme moi. Et tout le monde était le bienvenu pour participer à des dessins animés collectifs ou des films d'animation collectifs. Et là, en l'occurrence, ils avaient proposé aux enfants de raconter ce qu'ils voudraient être plus tard. Et moi, j'ai eu, je sais pas pourquoi, je devais peut-être être un peu pessimiste. Moi, je me suis vu clochard. Et donc, j'ai fait un petit film d'animation. Là, c'est du stop motion. Donc, en fait, on me filme image après image. Alors, ça, c'est mon boss qui me vire. Voilà, il s'arrache les cheveux parce qu'il est vraiment mécontent de mon travail. Là, voilà, je picole. Ça ressemble pas mal à ce que je fais maintenant là. Oui, mais il y a déjà la barbe. Il y a déjà la barbe, une chevelure assez la similaire. chevelure un peu touffue, oui. Et là, c'est ma femme qui me quitte en disant que voilà, j'ai perdu mon travail, que je m'occupe pas des enfants et là, elle me fait une claque, paf.
Et c'est pour ça que, voilà, bouf. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est toi qui avais conçu et fabriqué les personnages, les marionnettes en stop motion? Pas tous, parce qu'on était plusieurs enfants, et il y avait aussi des gens plus doués que moi. Par exemple, ça c'est moi, et c'est pas moi qui me suis fait. Parce que à ce moment-là, je maîtrisais pas du tout la pâte à modeler. Voilà. Et donc ça devait être quelqu'un plus âgé qui m'a réalisé. Voilà. Donc là, c'est le moment. Et alors là, c'est le moment où donc, en fait, je trouve une idée très originale. Comme je suis un gros picoleur, je décide de revendre mes bouteilles de vin, de rendre les vidanges des bouteilles de vin, et je deviens du coup millionnaire du jour au lendemain, et un policier décide de m'arrêter parce qu'il trouve ça super louche. Donc un scénario super abouti, très ficelé. Voilà. Ouais. Et là, il m'arrête et c'est la fin de l'histoire. Il y a quand même une image de fin qui est assez joyeuse, qu'on va laisser découvrir. Oui, je suis en prison, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est tout. Voilà. Et là c'est pas directement de la BD, mais on est dans de la narration. Ça, tu penses que c'est un truc qui t'a influencé pour après, ou alors ou le fait d'avoir fait des BD en Italie, en Toscane pendant les vacances, c'est un truc qui t'a permis de trouver l'histoire racontée en stop motion facilement? Je pense que l'idée de narration là, elle est venue facilement. Je crois que la narration m'est venue vraiment grâce au film d'animation. C'est qu'on a vraiment fait on s'est raconté des histoires, et il y avait un type qui est vraiment très sympa qui s'appelle William N, qui fait aussi de la BD d'ailleurs, qui travaille à la 5e couche et qui nous a dirigé. C'est un type super cool et qui nous faisait vraiment confiance. Ça qui était gai, c'est qu'on participait à toutes les étapes du film, que ce soit à l'écriture du scénario, à la réalisation des décors, à l'animation, tout ça, et donc on a appris plein de trucs, et c'est vraiment fort lié à la bande dessinée. Je crois que c'est. Du coup, j'en parlais avec des gens qui sont à Bruxelles. C'est une structure qui existe encore là où tu as fait le. Zorobabel. Ouais, Zorobabel, ouais. Apparemment, c'est assez connu du coup, à Bruxelles. Et c'est plutôt. Les gens ont vraiment une très bonne image de cette structure, quoi. Ouais, et puis entre parenthèses, pour avoir pu jeter l'œil à quelques films réalisés dans le cadre de cet atelier, ça fait vraiment partie des trucs que j'aurais adoré faire gamin. Ça avait l'air assez fou. Il pourrait te prendre encore, hein, il y a de tous les âges. Hein. Très bien, et bah écoute, je note. Tu es le bienvenu à Bruxelles. Merci, pas devant tous les gens nous regardent, tu sais. On a gardé cette image aussi qui nous semblait intéressante, qui était ce que tu imaginais être la maison de ta maison. Je leur ai envoyé une centaine d'images, hein, donc ils ont choisi celle-là. Non, mais... Ouais. C'est très intéressant. Bah oui, j'adorais Oui, bon, j'avais beau me voir clochard, je me voyais aussi parfois très très riche. Et donc là, j'aimais bien, je m'étais vachement documenté sur les maisons romaines de l'époque. J'aimais bien les patios centrales avec les petites colonnades et tout. Je trouvais ça très joli. Et je m'étais dit que ma maison dans le futur ressemblerait à ça. Donc bien sûr avec un toboggan qui mène directement de la chambre à la piscine. Du coup la chambre qui est en haut à droite. Voilà, c'est la chambre qui occupe le premier tiers de l'écran. Et alors il y a quand même sur le bord gauche ouais. les chambres d'amis. Donc j'avais pensé aux copains, et c'est des toutes petites chambres. Mais comme l'échelle elle est vraiment très réduite, en fait ça reste quand même des grandes chambres, quoi. Ouais. Ou des tout petits amis. Voilà. En faisant ce dessin, tu t'es pas dit tiens, je vais faire architecte plus tard? Non, c'était vraiment. Surtout pas, parce que mon père est architecte et je me suis refusé à faire la même chose que mes parents. Donc pas. Enfin, il était prof en archi et ma mère elle est médecin, donc rien de tout ça. Et en même temps, t'es pas devenu architecte, mais t'as quand même fait du design. Voilà. En fait, à l'époque, je m'intéressais déjà. Enfin, je voulais faire du dessin animé, je voulais faire de la BD. J'étais intéressé vraiment par les métiers artistiques, mais je pensais que c'était pas des métiers d'avenir et j'avais peur de pas trouver de boulot, et donc j'ai commencé à faire des études de design. C'est vraiment toi qui te disais ça, ou c'est tes parents? C'est moi, mais il y a aussi une influence des proches, et puis j'étais dans un milieu où tout le monde allait à l'UNIF faire des métiers dits sérieux, et donc il fallait que je me conforte en faisant quelque chose de plus ou moins sérieux aussi. Alors c'était pas fait pour moi le design industriel, c'est donc dessiner des objets. Et à l'époque, je m'intéressais déjà à la gastronomie. J'ai fait des BD sur la gastronomie, là, et donc je voulais promouvoir le marché public. Et donc j'ai créé un trolley qui puisse être utilisable pour déambuler par devant et par derrière, quoi. Voilà. Et tous mes copains sont foutus de ma gueule parce que j'avais fait un trolley, mais contre toute attente, j'ai un très bon résultat à la fin de mes... Et c'est mon travail de fin d'études. Donc après 5 ans de design industriel, c'est ça que j'ai pondu avant de sortir de l'école. Et donc après mes études, j'ai fait du design industriel dans une boîte qui fait de la domotique.
La domotique. Domotique, c'est la connectivité des objets dans la maison. Donc, ça permet d'allumer les lampes avec une télécommande, ou quand on passe devant un détecteur de mouvement, on peut allumer le chauffage, par exemple, ou que sais-je. Et là, c'est intéressant parce qu'ils voulaient créer une nouvelle gamme. Enfin, artistiquement, c'était rigolo parce qu'ils voulaient créer une nouvelle gamme de produits. Et j'ai fait toute la gamme. Donc, j'ai fait le logo, le packaging, les produits. Et ça, c'est un bloc, un multiprise. En vente dans tous les Leroy Merlin de France, d'ailleurs. Et bon, ce que j'en ai tiré comme expérience sympa, c'est que... Putain, tout s'enchaîne bien, là, c'est parfait. Mais on est des pros, hein. C'est que donc... j'ai été envoyé pas mal de fois en Chine pour discuter avec les industriels locaux, et c'est là que je me suis dit bon, ce métier c'est pas vraiment ce qui me convient le mieux, je vais peut-être essayer la BD. Et donc j'ai commencé à raconter mes aventures en Chine sur un blog bande dessinée. Oui, en fait, comme je parlais pas chinois à l'époque, je m'exprimais en petits dessins pour demander qu'est-ce qui pouvait servir à manger au restaurant, et donc je barrais directement la tortue. C'est un truc que je voulais pas essayer à l'époque, et ils en vendaient beaucoup dans les restaurants gelés. C'est dans les zonings industriels, donc il y a moins de touristes, et donc ils mangent vraiment traditionnel, et il y a vraiment de tout. Et la page suivante est intéressante parce qu'elle mêle 3 de tes passions qui sont la gastronomie, la bande dessinée et le design. Tout à fait, ouais. Mais là, c'est une blague que je crois que personne n'avait compris quand je l'ai posté sur le blog. C'est que je disais les baguettes c'est pas pratique, il faut juste qu'ils en collent 3 l'une à côté de l'autre et ça fait des baguettes pratiques. En fait, c'est une fourchette. Voilà. Et puis je dis ah ouais, pas con, mais en fait ça existe déjà. Voilà. Donc, le but de ce blog, c'était pas spécialement de raconter des choses intéressantes, c'était surtout de dessiner. J'arrive pas à dessiner si j'ai pas un support narratif, et donc c'est une excuse pour dessiner. Oui, ça t'a permis de faire un peu tes armes et du coup d'avoir une première autopublication. Voilà, vraiment auto alors. Hein. Mais du coup, ouais, tu parlais de... Donc tu as fait des études, plus ou moins liées à une espèce de pression sociale de dire bah non, il faut faire un métier sérieux. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est venu au fil du temps de dire en fait, bon, tu as trouvé un taf alimentaire qui te convenait, puis de moins en moins, puis en tout cas, tu avais plus envie de dessiner que de designer des trolleys, quoi. Et il n'y a pas eu un déclic précis, ça s'est fait vraiment petit à petit de se dire à un moment, bah tiens, est-ce que je pourrais pas essayer de vivre de dessin, quoi. Oui. Ouais. À l'époque, c'était un ami qui m'avait encouragé à faire la BD, et c'est celui avec qui j'ai travaillé pour ma première bande dessinée, qui est Mathieu Donc, qui est aujourd'hui réalisateur de cinéma et de séries. C'est lui qui a fait la série La Trêve, qui est sur France 2. Voilà. Un peu de pub pour les copains. Et donc c'est avec lui que j'ai fait ma première BD. Et c'est là qu'on vient donc à ton premier livre, Shrimp, qui découle en partie aussi de ton expérience en Chine, si j'ai bien suivi. C'est ça. Donc Shrimp, c'est l'histoire d'un cuisinier belge qui est spécialiste de croquettes de crevettes. C'est une spécialité belge que je vous encourage à goûter, c'est super bon. Et il est amoureux de sa voisine qui est chinoise, et il croit un jour pouvoir embarquer avec elle dans une croisière, pour une croisière qui part à Las Palmas. Et en fait, le bateau sur lequel il monte n'est pas un vrai bateau, c'est un vaisseau spatial qui embarque une nuée de Chinois qui vont construire un nouvel empire sur une planète lointaine. Voilà. Et en fait, c'était une idée que j'ai eue avec Mathieu Donc, et Benjamin Daouz qui s'est rajouté à nous par après. Et suite justement à mes aventures en Chine, alors je crois que j'en voulais beaucoup aux Chinois, parce que c'est assez moqueur, mais bon, je crois que tout le monde en prend pour son grade, autant les Chinois que les Belges que tout le monde. Et après, en fait, bon, ça s'arrêtait à 2 tomes, et alors là, grande exclusivité, pour ceux qui ont lu les 2 premiers tomes de Shrimp, le 3e tome, notre ami Albert allait rencontrer des Congolais. Voilà, il faut savoir que la Belgique et le Congo ont construit une histoire très fusionnelle, très proche. Et donc voilà, on allait partir dans un délire un petit peu sur les ethnies, voilà, sur les cultures, voilà, et voilà, mais faussement raciste, disons, on joue sur les clichés, et voilà. Mais ça s'est arrêté à 2 tomes. Là, tu disais que c'était... Enfin, c'est plus ou moins toi qui avais eu l'idée, mais là tu étais au dessin et tu participais au scénario ou J'ai pas du tout participé au scénario, j'ai fait confiance à Mathieu et Ben, qui sont vraiment deux bons scénaristes et réalisateurs. Ils m'ont écrit un scénario comme un scénario de film. Voilà, D'accord. donc j'ai fait le découpage, mais c'est eux qui se sont occupés vraiment des dialogues, c'était vraiment super ficelé en fait. Il n'y avait aucune place à l'impro. Et on voit par la suite que c'est pas forcément... Tu as plutôt fait des albums en solo, donc
c'était plutôt une bonne expérience quand même. C'est pas lié, enfin le fait que tu aies plutôt des expériences solo après, c'est pas lié au fait que là ça c'est. Non, en fait, c'était une expérience magnifique. Le truc, c'est qu'à la base, si on parle d'un cuisinier, c'est parce que c'est moi qui voulais déjà parler de cuisine. Et ils ont un peu transformé cette histoire-là en une histoire un peu surréaliste de science-fiction. Mais donc, mon album d'après, je me suis dit, cette fois, je vais vraiment parler de cuisine et j'ai besoin de personne pour le faire. Parce qu'il s'agit avant tout de traduire une émotion, de traduire une aventure qui peut s'avérer moins complexe, même si, voilà. Ouais. Et donc, de là est né Dodin Bouffant, La Passion de Dodin Bouffant, qui est une libre adaptation d'un roman. Donc, je suis parti quand même sur une certaine base, ce qui m'a rassuré. Alors oui, ta méthode de travail, c'est quand tu m'en as parlé, il y a à la fois des choses que j'ai trouvées assez classiques et d'autres que j'ai trouvées assez uniques, que je connais personne d'autre qui fait ça. Donc, tu as ces petits carnets type Moleskine dans lesquels tu fais un premier découpage. Ouais. Donc là, des recherches de couverture. Mais c'est cette partie-là qui m'a plus étonné. Où tu fais le découpage entier de ton livre sur InDesign. Sur Illustrator. Sur Illustrator, pardon. Et où tu as la folie de faire le découpage entier avant de pouvoir proposer ça à un éditeur. Mais... En fait, l'anecdote, c'est que du coup Mathieu nous dit bah oui, en fait, je découpe tout mon album. Donc, alors, pour ceux qui font pas forcément de bande dessinée, c'est fou, quoi. C'est un travail de dingue. Il dit en fait, j'envoie tout mon album découpé à l'éditeur, quoi. Et avec Vincent, on se regarde et du coup, Mathieu voit notre surprise. Il dit bon, vous faites pas comme ça, vous Bah non, en fait, on connaît pas de dessinateurs qui font comme ça. En tant qu'auteur, je fais pas comme ça. Et toi, en tant qu'éditeur, c'est quelque chose. Tu reçois jamais ça, en fait. Ouais, des albums découpés en entier, non, jamais. D'accord. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on voulait aborder ça ce soir, puisqu'on trouvait ça vraiment étonnant. Et du coup, que toi, ça t'aide vraiment à structurer le récit, à savoir vers où tu vas aller. Tout auteur de bande dessinée passe de toute façon par un découpage, il me semble. Oui. Donc c'est de toute façon une étape nécessaire. Donc en fait c'est une étape par laquelle je sais que je vais devoir passer et je préfère terminer ça avant de l'envoyer à l'éditeur, tout simplement. Mais je connais certains auteurs qui font pire, qui terminent leur BD et puis qui le proposent à un éditeur. Donc je ne suis pas non plus un cas extrême, quoi. non, mais il y a aussi des auteurs de BD qui envoient les premières planches à leur éditeur mais qui ne connaissent pas la fin, tu vois. C'est un mix. Voilà, c'est justement le danger que je veux m'épargner. Parce que mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est aussi que, d'une certaine façon, ça montre l'importance que tu donnes à l'histoire, au scénario, qui est du coup ce qui prime, j'ai presque envie de dire ce qui prime avant tout, le truc que tu as envie de défendre en premier devant un éditeur, devant sans doute les lecteurs, etc. Ah oui, heureusement. En fait, je crois pas que mon dessin soit exceptionnel et j'essaie de mettre avant tout... bien sûr, le scénario est vraiment intimement imbriqué avec le dessin, mais techniquement, je ne suis pas un pro. Et donc, j'essaie de faire passer mes émotions à travers le scénario et à travers une certaine technique, une certaine personnalité dans le dessin, quoi. Ce qu'on voit peut-être moins dans le découpage, mais j'essaie quand même dans le découpage déjà d'avoir les prémices. On sent déjà une certaine... on sent les émotions des personnages, il y a une certaine énergie. Et ce qui est intéressant avec le découpage, c'est que du coup, on va directement à l'essentiel. Et c'est une belle préparation pour l'élaboration des planches, où on a tendance généralement à mettre trop d'informations. Et donc là, chaque fois qu'on revient au découpage, on dit « Ah ouais, tiens, en faisant ces traits-là, j'avais signifié ce que je voulais exprimer. » Donc, du coup, d'un point de vue purement technique, donc une fois que ton projet est validé et que tu commences à bosser dessus, tu repars de ces pages-là ou de ce que tu as fait sous Illustrator pour ton découpage, ou tu redessines complètement? Ah oui, non, je redessine complètement. C'est pas un brouillon. Ah oui, d'accord, c'est même pas un brouillon, quoi. Non, okay. Non. Ouais. Mais ça, c'est fait très rapidement. Et du coup... non, c'est des dessins... je me soucie de rien, d'aucune perspective, de rien du tout. Et j'essaie juste de faire en sorte qu'on reconnaisse les personnages dans cette BD. Et du coup, à la fois ça, la façon que tu as de préparer pas mal à l'avance le projet, et aussi ce que tu disais sur le fait que à peu près tous les dessinateurs de bande dessinée passent par une étape de découpage, ce qui n'est pas complètement vrai de tous les dessinateurs. Il y en a aussi qui travaillent un peu plus dans des formes d'improvisation, des choses comme ça. Et du coup, c'est la question à laquelle je viens.
À savoir à quel point tu prépares ton scénario avant de passer au découpage, si cette étape-là est un peu improvisée ou si tu as une trame assez précise dans la tête, quelle part de liberté tu te laisses quand t'écris, dessines, on va dire. Alors mon scénario il tient sur généralement 5 pages, mais je dirais que les 5 premières pages tiennent sur les 4 premières pages de mon scénario. Donc au début j'ai le courage de vraiment écrire précisément le scénario, puis à la fin je fais ok zut, passons directement au découpage, et la dernière planche résume en une page tout ce que j'ai envie de dire dans la BD. Donc pour moi l'étape importante c'est vraiment la combinaison entre les dialogues et le dessin, et puis l'imbrication, la mise en scène, etc. Oui, c'est là qu'on arrive du coup à Dodin Bouffant, qui est donc le premier livre sur lequel il y a que ton nom sur la couverture, mais qui en même temps, c'est une des questions que je voulais te poser justement. Tu t'es inspiré c'est indiqué librement inspiré d'un livre dont le nom m'échappe. Marcel Rouff. Marcel Rouff. Mais du coup, comment tu t'es dépatouillé avec la matière de ce livre? Parce que librement inspiré, c'est. En fait, c'est un livre. À quel point tu t'en es servi de ce livre? C'est un livre qui est découpé en plusieurs petits chapitres. C'est comme plein de petites nouvelles. Et c'est anachronique. Et ce qui m'a surtout intéressé dans ce livre, c'est surtout ce qu'ont décrit les ingrédients. Et ça m'a vraiment inspiré pour le dessin. Après, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est par exemple intégrer un rôle plus important pour la femme. Parce que c'est un film qui est. Enfin, un film, oula. C'est un livre qui a été écrit dans l'entre-deux-guerres. Disons que la femme n'avait pas beaucoup de place dans l'histoire, donc j'ai incorporé des éléments narratifs pour que Adèle, le personnage principal, soit plus présente. J'ai fait en sorte aussi que le récit soit un peu plus tendu, et puis j'ai imaginé une nouvelle fin aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin dans l'ouvrage de Marcel Rouff, parce que c'est plein de petites nouvelles. Et du coup, ce ton qu'on peut retrouver dans ta bande dessinée, c'est humoristique, qui se moque aussi du bourgeois de province. C'était déjà dans le livre d'origine ou... Il y avait un ton un petit peu burlesque, mais je crois que Marcel Rouff se retrouvait dans ce personnage un peu burlesque. C'est un ami de Kurnonski, qui était le prince des gastronomes, et c'est déjà un personnage caricatural en soi. Et puis ils étaient tous les deux amoureux de Brillat-Savarin, qui est un des pères de la gastronomie française, et qui est une caricature de Daumier par excellence, quoi. Et donc j'ai pas eu de mal en fait en dessinant cette bande dessinée. Je me suis vraiment beaucoup influencé de Daumier, de Gus Boffa aussi, et surtout je me suis dit mais ça ne peut être que à notre époque, que vu d'une manière un peu burlesque. Sinon on se trompe et on est dans un récit trop où on se prend trop au sérieux, et je n'ai pas envie de prendre la gastronomie trop au sérieux non plus. J'ai pas envie de tomber dans un food porn où on salive devant des plats en disant regardez c'est... Voilà, donc il fallait aussi prendre un peu de distance par rapport à ce que je racontais, et je trouve que les personnages en soi sont risibles. Et oui. C'est ta passion pour la cuisine qui t'amène à lire du Marcel Rouff? J'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombé sur Marcel Rouff après mes recherches. Ouais. D'accord. Mais je voulais juste rebondir sur le côté food porn, parce qu'effectivement c'est pas que du food porn, il se passe quand même beaucoup d'autres choses dans ce livre. Mais mine de rien, c'est quand même une des rares BD que j'ai lues qui m'est vraiment donné faim. À la fois parce que à la fois graphiquement et dans le scénario, il y a vraiment toute... Enfin, la bouffe est tellement au cœur de ce bouquin et magnifié que voilà. Du coup, là-dessus, c'est une réussite. C'est pas food porn, mais c'est quand même bien joué. On m'a reproché d'être un petit peu passéiste, parce que je fais une ode à la gastronomie d'antan, et enfin, j'ai entendu plein de critiques différentes, toujours positives, mais qui disaient par exemple que c'était un bon pied de nez aux écologistes parce que je mettais en avant la gastronomie de la bidoche, par exemple. Tout ça. Et je me retrouve tellement pas là-dedans, mais ce que j'ai voulu raconter, c'est avant tout expliquer que le plaisir de la chair passe par l'amour entre les humains. C'est une histoire d'amour qui est en relation avec la gastronomie, et que la gastronomie, c'est un besoin primaire qui est important de magnifier. Et aussi, c'est un art qui est social. On se retrouve autour d'une table pour manger, mais surtout pour discuter, etc. Et c'était intéressant de soulever cette thématique dans la bande dessinée. Oui, pour l'instant, on a quand même pas mal tourné autour de gastronomie, et assez peu autour de science, alors que c'est aussi une de tes passions. Oui. Donc, les mystères du monde quantique, qui, comme son nom l'indique, parle de physique quantique.
que tu as coécrit avec le physicien Thibaut Damour. Et comment vous avez travaillé du coup? Comment vous vous êtes rencontrés, croisés? Comment vous avez pu échanger autour de ce travail, sachant que du coup Thibaut Damour n'est pas scénariste de bande dessinée? Non. Ouais. Par contre, c'est un excellent physicien. Alors que oui, tout à fait. Et comment on passe de la gastronomie au 19e siècle à la physique quantique aussi, ouais. Alors on passe comment on passe du coq à l'âne. En fait, je m'intéresse à la physique quantique particulièrement parce que c'est de la science, c'est intéressant, mais en plus ça soulève des questions vraiment métaphysiques. La physique quantique, c'est donc la physique des petites particules, c'est de l'infiniment petit, et ça pose des questions du coup sur la réalité de notre univers, sur ce que nous sommes. Et c'est des questions qui me touchent beaucoup. Donc c'est un sujet qui m'intéressait depuis très très longtemps, et je m'étais toujours dit que je vais faire une bande dessinée dessus. Et un jour, j'ai entendu Thibaut Damour à la radio, sur France Inter, La tête au carré. Et j'ai trouvé qu'il s'exprimait bien sur le sujet. Je lui ai envoyé un petit mail pour lui demander des conseils, tout simplement. Puis il m'a dit « Ouh là là, mes chers amis, c'est un sujet très compliqué, il faut que tu le fasses avec moi. Sinon, ça ne marchera pas. » Et de son côté, il avait aussi pensé faire une BD sur la physique quantique, justement, avec Moebius, un petit auteur de bande dessinée, particulier. Voilà. Et alors donc du coup il m'a invité dans le même mail, cher ami, prends ta raquette de tennis, ton maillot de bain et je t'invite dans ma maison de vacances à Rambouillet. Et c'était super, on a passé 3 étés de suite à discuter, on a fait que discuter pendant 3 étés. Pendant l'année, Thibaut travaille beaucoup, donc on s'est vu chaque fois pendant l'été. Et c'est surtout lui qui a parlé, parce que donc il m'a appris plein de choses sur la physique, et puis après un peu plus précisément la physique du 20e, et puis après la physique quantique. Et au bout du 3e été seulement, on s'est dit ok, on est prêt pour écrire un scénario. Et là vraiment ça a commencé un travail à 4 mains. Puis après, lui est plus spécialisé bien sûr pour l'écriture scientifique. Et alors moi j'ai construit ça dans une histoire avec des personnages principaux, un début et une fin, mais toujours vraiment en communiquant beaucoup l'un et l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apport de Thibaut est essentiel dans le graphisme de la bande dessinée. C'est Thibaut qui a soulevé l'idée qu'on pouvait raconter la surimpression d'univers différents, ce qui est vraiment l'élément central de la bande dessinée, par la surimpression de couleurs différentes. Et donc je lui dis, c'est super, ces couleurs, on va les intégrer dans l'album, on va commencer en noir et blanc, et petit à petit vont s'intégrer des couleurs qui vont expliquer la surimpression de notre réalité, qui est une chose complètement vertigineuse, mais à laquelle croit Thibaut, même s'il ne faut pas parler de croyance. C'est la théorie d'Everett qui dit que nous vivons dans un monde où les chats sont à la fois morts et vivants, dans plusieurs réalités surimpressionnées, mais aucune de ces réalités n'est consciente de l'autre. Je suis sûr que j'ai sauté 1000 questions en parlant de tout ça. Non, pas du tout. Non, mais c'est très bien. Donc là, on est clairement sur la vulgarisation scientifique. C'était quoi les principales difficultés en fait par rapport à ça Est-ce que tous les 2 jours, tu faisais relire ta planche à quelqu'un qui ne connaissait rien en disant mais là, tu comprends ou est-ce que non, tu as avancé tout droit en disant ouais, bon, ils se démerderont avec ça Alors, ce qui était difficile, c'était avant tout de comprendre dans nos discussions. Et puis après, le découpage, j'aimais vraiment bien faire ça parce qu'il y avait un support scientifique et la physique quantique en soi est une aventure. Donc j'ai pas dû apporter beaucoup d'éléments pour rendre ça passionnant à mes yeux. Mais alors, ce que tu soulèves, c'est intéressant parce que donc, non, j'ai fait tout le découpage avant de l'envoyer à mon premier éditeur qui est ma petite copine. Je lui ai fait lire ça pour lui demander si elle comprenait. Et pour moi, c'était limpide parce que j'avais passé quand même plusieurs étés avec Thibaut. Et quand elle l'a lu, elle a absolument rien pigé. C'était le premier découpage. Et là, je me suis foutu de sa gueule en disant que le niveau, parce qu'elle est française, que le niveau français en physique était à chier. Et après, il s'avérait que mon éditrice n'y avait rien compris, que mes amis... Voilà. Et donc, il a fallu simplifier un petit peu le récit. Ouais. Oui, et puis de toute façon, sans rentrer dans les détails non plus, mais il y a la physique quantique suppose vraiment une conception du monde assez radicalement différente de celle à laquelle on est habitué, la réalité tangible à laquelle on est habitué. Je pense à la phrase, je crois que c'est Niels Bohr qui disait à ses étudiants après des cours, il leur demandait est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire, si vous avez compris, c'est que j'ai pas été clair. Oui, il y a un autre physicien dont je ne me rappelle plus le nom qui a dit « Je sais une seule chose en physique quantique, c'est que les physiciens eux-mêmes n'y comprennent rien ». Donc c'est très encourageant pour essayer de comprendre. Voilà. Et quand tu pars du coup pour capter le lecteur sur un personnage
voilà, très caricatural du monde de la BD, quoi, une espèce de Tintin. Là, le scientifique renommé, il voit ça plutôt avec bienveillance, ou il dit oh là là, dans quoi il m'emmène Alors les scientifiques renommés connaissent la valeur de Thibaut Damour en physique, et donc le monde scientifique a vraiment bien accueilli la bande dessinée, et puis Thibaut lui-même est quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la BD, il n'avait aucun a priori là-dessus, mais donc on s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait essayer de toucher aussi un large public, et qu'il ne fallait pas seulement s'adresser à une certaine élite, ou du moins à une certaine catégorie de gens qui ont fait l'UNIF et qui ont traité ça dans leurs cours. Donc on a essayé de cibler un public large, mais tout en se permettant des libertés artistiques. Oui, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il faut réussir à ce que ce soit cohérent scientifiquement, mais que du coup ça intéresse le grand public, quoi. Ouais. Oui, et puis du coup effectivement le parti pris que vous avez pris d'avoir un personnage qui est une figure de Candide, qui va rencontrer les physiciens un par un, qui chacun vont lui expliquer un aspect de la physique quantique, avec en plus une dimension chronologique, parce que si je ne me trompe pas, les physiciens qui rencontrent, ça commence par Max Planck, ça continue par Einstein, puis par Schrödinger, etc. Et on termine par Everett. Voilà. Mais où du coup, chacun de ces physiciens apporte aussi sa pierre à l'édifice. Et enfin, il y a évidemment plein de clés pour rentrer dans la physique quantique, mais ça, c'est effectivement une entrée, un guide qui permet de rentrer dans la complexité au fur et à mesure, quoi. Exactement. En fait, la physique quantique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'expliquer par le biais chronologique. Parce que aucun physicien dont on parle ne s'est réellement trompé dans ses théories au départ. Et donc, en fait, c'est assez empirique. Et à chaque fois, un physicien apporte sa petite pierre à l'édifice de la connaissance du monde quantique. Donc, on s'est dit que le biais chronologique était le plus intéressant. Et ça permet de terminer très logiquement sur Everett, sur la surimpression de nos réalités. Ce qui nous permet d'enchaîner sur ton dernier livre, donc Les Illustres de la Table, qu'il faut avouer que du coup j'ai pas vu, que j'ai voulu aller voir la librairie en bas, ils en ont plus. Nous ne l'avons pas lu. Ils ont tout vendu. Donc, exactement. Il y avait 5 exemplaires, ils ont tout vendu. Mais quelque chose me dit que ça revient quand même à ta passion pour la gastronomie. Oui, alors c'est la première fois que je réponds plus ou moins à une demande de mon éditeur qui avait bien aimé mon album La Passion de Alain Bouffant, ça avait rencontré un certain succès, et avec Benoît Sima, ils sont venus me voir en me proposant de faire une BD un petit peu plus, assez différente, et toujours autour de la gastronomie, parler de l'histoire de la gastronomie, et différente dans le sens où c'est plusieurs petites histoires qui sont chaque fois introduites par un texte écrit par Benoît Sima. Et donc en fait, on raconte l'histoire de la gastronomie à travers de grands gastronomes, des cuisiniers, des penseurs. Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est qu'en parlant de ces gens, on balaye vraiment les grands courants de la gastronomie. Et donc on commence avec Archer Strat, qui a vécu 400 ans avant Jésus-Christ, qui est un peu l'ancêtre du Goltemio. Et on termine avec Anne-Sophie Pic, qui est une chef contemporaine. Ce qui permet probablement de féminiser un peu ce tableau, oui, qui est probablement assez masculin. Alors on a eu beaucoup de difficultés, je voulais vraiment accorder une place un peu plus importante à la femme que ce que l'histoire de la gastronomie le propose pour l'instant. Et c'était pas évident parce qu'on n'en parle pas du tout avant le 19e siècle. Au 19e et au 20e, elles ont commencé à faire une place, mais toujours pas assez importante. À notre époque, on parle de grands chefs masculins, alors qu'elles cuisinent tout autant que les hommes, si pas plus, dans nos foyers actuels. Oui, et puis si je me trompe pas, de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, on continue de dire un chef. Ouais, mais alors ça, les dénominations, j'ai jamais rien compris. En tant que Belge, je m'exemple du problème. Et là, tu disais que c'était plus ou moins une commande de ton éditeur. Il t'a dit fais-moi un autre livre sur la cuisine, ou c'était plutôt il t'a quand même dit. Alors notre éditeur nous laisse beaucoup de liberté, mais elle s'est prêtée à la discussion à l'origine avec plaisir. C'est Pauline Mermet chez Dargaud, qui est une fille super intéressante et très impliquée dans l'élaboration des livres. Et donc c'était une discussion à 3 au départ. La dernière partie de cette rencontre, donc les Miniardises, autant prévenir, c'est une partie pour laquelle nous n'avons qu'une seule image, qui est celle-ci. Top secret, ça. Ouais, mais je voulais l'envoyer, je suis au courant. Oui.
Alors ça, c'est une bande dessinée que je coécris avec Jean-Noël Lafargue, qui est d'ailleurs dans les gradins. Le géant Jean-Noël Lafargue. Et donc c'est pour la BDTech des Savoirs, c'est la nouvelle collection qui est éditée au Lombard, qui est un peu les que sais-je en BD. Et donc nous on fait le thème Internet, on explique ce qu'est Internet. Voilà. Et on a presque fini et ça sort en mai en principe. Donc ça c'est ton prochain ouvrage à sortir en librairie quoi. Ouais. Voilà. Après j'imagine que du coup tu as... Après il y a plein d'idées mais je vais enfin prendre un petit peu de temps pour réfléchir calmement, posément à ce que j'ai envie de faire. Il y a des questions, enfin je me soucie pas mal en ce moment, enfin depuis toujours, mais là c'est une question qui me taraude beaucoup, c'est la question de l'environnement, savoir quel sera le monde de demain et donc nous auteurs avons peut-être un autre rôle à jouer pour écrire des récits positifs, peut-être pas spécialement éducatifs, mais en tout cas révélateurs de notre futur. Voilà, donc je pense aux problèmes écologiques, sociétaux qu'on risque de rencontrer et qui risquent de s'aggraver dans les jours à venir. Ouais, en fait, l'idée, on en discutait tout à l'heure avec certains, c'est du coup sur l'anticipation, la science-fiction, on a des récits souvent soit technophiles complets, on habitera tous dans l'espace et ce sera super, on mangera une pilule par jour, soit complètement apocalyptiques. Alors je caricature exprès, hein, mais l'idée c'est peut-être d'inventer un monde possible et probable, peut-être avec moins de choses, je sais pas, ou des choses comme la décroissance, mais qui peut être supportable. Enfin, l'idée c'est d'essayer de développer des imaginaires crédibles, mais pas forcément négatifs. Alors le problème c'est que moi je peux pas m'empêcher d'être négatif. Je suis désolé. Je suis pas négatif, je suis pas pessimiste. J'essaie d'être objectif et je pense que on se dirige de toute façon, c'est inéluctable vers une forme d'effondrement de notre civilisation. Je dis pas qu'on va tous crever, j'espère pas, mais en tout cas on risque d'être beaucoup moins dans les décennies à venir. C'est pas moi qui le pense, mais les scientifiques sérieux qui travaillent sur la question et qui travaillent dans beaucoup de domaines différents. Et donc, si je dois travailler là-dessus, ce serait peut-être pour parler de l'après-chaos, et essayer de donner un point de vue positif à ce chaos. Parce que c'est vrai qu'on est nourri beaucoup par des films catastrophiques qui ne donnent vraiment pas une image très positive du futur, et surtout de l'espèce humaine. Et on se rend compte qu'en fait, par exemple, je pense au film La Route ou au film Mad Max, dans les scénarios apocalyptiques, on montre que l'espèce humaine a changé, que l'homme est devenu encore pire que maintenant, que les gens ne s'entraident pas, qu'il y a un individualisme, une sorte de folie qui règne dans le manque, quand on manque de ressources, voilà. Et on se rend compte que justement, au contraire, quand on vit dans le besoin, dans la difficulté, les gens ont tendance à s'entraider. Et on ne parle pas assez de ces exemples-là, ce sont des exemples visibles dans le monde. Et donc c'est important de montrer que l'humain, face aux problèmes climatiques et sociétaux qui vont arriver, eh bien l'humain peut se redresser parce qu'il faut avoir foi en l'humain et il y a des raisons de l'avoir. Bah, tu vois, t'es pas pessimiste, c'est sacrément optimiste. Hein. Pessimiste parce que oui, parce qu'il y aura quand même des sacrés chambardements malgré tout. Très bien. Et ben, du coup, je pense que nous, on a fait le tour des questions qu'on voulait poser, de ce qu'on avait un peu préparé. J'imagine peut-être des gens qui ont des questions dans le public. Si vous avez des questions, vous pouvez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. On ira plus vite boire une bière. Pas de questions. Ah, si. Pas d'espoir pour une suite pour Shrimp. Non. Ouais. En fait, non, le 1 c'est pas assez bien vendu, le 2 encore moins, et donc c'est une décision de l'éditeur. Voilà. En fanzine peut-être, tu peux le faire ? Disons que j'essaie de gagner ma vie, plus ou moins honnêtement, donc non. Ils sont vénales ces auteurs de BD. Est-ce que le découpage est fait ? Le scénario est écrit quelque part, ça doit se planquer sur un ordi de mes scénaristes, mais ils sont sur d'autres projets et ils ont certainement mis ça dans leur corbeille. Voilà. Mais je peux faire... Oui, non, mais j'ai fait un petit pitch, je peux vite raconter en 2 mots. Donc en gros, Albert et les Chinois rencontrent un vaisseau spatial qui a aussi échappé au désastre de l'explosion de la Terre. Et c'est un vaisseau rempli de Congolais.
et qui abrite Monique, qui était la serveuse du restaurant d'Albert. Et en fait, les Congolais, c'est un peu la mer dans leur vaisseau. C'est hyper raciste, hein, mais c'est bon. Et ils demandent à Albert et Monique de se marier pour faire le nouveau couple royal belge qui va régner sur la future planète que vont occuper toutes ces nations, parce qu'ils vont rencontrer après, bien sûr, les Américains et compagnie. On était partis même pour une dizaine de tomes s'il le fallait. Il suffisait que le public soit au rendez-vous. Mais tu étais tout seul, en fait. Alors, une question là-bas. Vous avez parlé de comment t'es allé vers la BD. Comment est-ce que tu as fait un... Tu m'entends ? Oui, enfin difficilement. Comment est-ce que vous avez fait un blog, comment vous avez fait des dessins et que vous êtes allé vers la BD. Mais d'un coup d'un seul, il y a un scénariste qui arrive. Comment est-ce que tu es rentré dans le monde? Comment est-ce que tu as rencontré des gens de la BD qui... Alors ce scénariste en question, c'est un ami et c'était mon beau-frère à l'époque. D'accord. Je connaissais pas du tout le monde de la BD. D'ailleurs, ensemble, on a été voir Dargaud, qui était l'éditeur qu'on voulait avoir pour ce projet. Et on a été jusqu'à Paris pour le présenter, alors qu'en fait, à 100 mètres de chez moi, il y avait le Dargaud Belgique et je n'étais même pas au courant. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion ou pas Merci. Parfait. Merci à vous. Merci.